On va passer maintenant aux colorants et pigments. Les polymères sont par nature, dans leur grande majorité, peu ou pas colorés. Leur coloration doit satisfaire à des exigences très diverses. Par exemple, l'esthétique dans le cas de tissus enduits et ameublement. Ça peut être aussi technique afin d'améliorer certaines caractéristiques physiques de polymères ou le protéger contre la lumière visible ou les radiations ultraviolettes. En sécurité pour la signalisation fluorescente des véhicules et des travaux routiers. Et aussi, on peut utiliser pour les câbleries afin de repérer les différents types de câbles. Les matières colorantes se divisent en deux grands groupes définis par la norme. Ça peut être un colorant ou bien un pigment. Donc pour le premier, vous avez une matière colorante sous forme de poudre. Ça peut être de couleur eau noire et soluble dans les solvants et les substrats. Pour les pigments, c'est une matière aussi colorante sous forme de poudre. Ça peut être de couleur ou bien blanc ou bien noir, mais ne sont pas solubles dans les solvants et les substrats. Pour satisfaire aux exigences industrielles, les pigments et les colorants doivent être sans interaction avec le polymère de base, chimiquement inertes vis-à-vis des agents atmosphériques naturels et stables à un certain agent de polymérisation aux accélérateurs utilisés dans le polystère ou bien le caoutchouc. Les principaux types de pigments et de colorants, une association de chimistes américains a attribué à chaque composé chimique utilisé en coloration, quel que soit son fabricant, une dénomination composée de lettres suivies de chiffres. Donc d'après les numéros de couleur index CI, la première lettre du numéro CI et ça peut être P pour le pigment, S pour les colorants. Deuxième lettre est l'indication de couleur, B pour bleu, BK pour noir, G pour vert et W pour blanc. On trouve aussi avec les deux lettres des chiffres de numéros sont attribués par ordre chronologique de dépôt de nouvelles formules chimiques. Après les deux lettres, on trouve 6, par exemple pour le dioxyde de titane, le TiO2, c'est un PW6, signifie pigment de couleur blanc et d'ordre chronologique de dépôt 6. Donc PW signifie pigment blanc. P, pigment, et W, c'est-à-dire il est de couleur blanche. Un autre exemple, noir de carbone B, PBK 7, c'est-à-dire un pigment de couleur noire et d'ordre chronologique de dépôt est égal à 7. Merci de répondre aux questions relatives aux colorants et pigments. Et maintenant, on va passer aux antistatiques. Alors, les plastiques sont des isolants électriques qui peuvent accumuler en surface des charges électriques et statiques. Et on appelle ça électrostatique. Les potentiels peuvent atteindre plusieurs kilovolts et en résulte des inconvénients et des risques à utiliser ces matériaux pour certaines applications avec cette charge. En effet, les décharges peuvent échauffer dangereusement un air porteur de vapeur inflammable. Par exemple, mélange locaux d'oxygène et de gaz en salle de chirurgie, transport et stockage de liquides inflammables déconseillés dans les conteneurs en plastique. Aussi, des conséquences graves peuvent résulter de l'électrolysation de matériel à base de plastique. Par exemple, perturbation des commandes automatiques ou bien des communications radio au moment de décollage. Un autre problème, c'est l'attraction des poussières sur les objets usuels, électroménagères ou bien radio, télévision. C'est moins grave, mais les difficultés rencontrées, surtout au cours de mise en œuvre, sont industriellement dommageables
à cause de mauvais enroulement des films calendrés suite au collage entre les différents films entre eux. Ces inconvénients justifient l'emploi et l'utilisation d'adjuvants appelés antistatiques. L'origine des charges électrostatiques des polymères. Donc l'aptitude des polymères à se charger d'électricité statique est due à leur structure moléculaire. Il en résulte des faibles conductances et conductivité de surface empêchant les charges de s'écouler rapidement et de s'éliminer. Aussi, il y a une autre cause, c'est le frottement avec les outillages métalliques aussi crée des charges électrostatiques sur les films extrudés ou bien tissés. Le mécanisme d'action des antistatiques. Ils ont pour rôle de faciliter l'écoulement des charges en augmentant la conductivité des matériaux. Ce résultat peut être obtenu par l'addition de poudre métallique ou bien de noir de carbone électroconducteur, mais dans de nombreux cas, déstabilisation de polymères, problème de coloration, on a recours à des adjuvants qui doivent être présents en surface pour être actifs. Alors, il y a deux types d'antistatiques, les antistatiques externes et les antistatiques internes. Pour les antistatiques externes sont appliqués en solution aqueuse ou dans un solvant approprié aux polymères à protéger par pulvérisation ou trempage direct dans le solvant. Ils ont pour avantage une efficacité immédiate, mais pour inconvénient d'être rapidement éliminés par lavage ou bien par frottement. Les antistatiques internes, ils sont dispersés dans le polymère pendant la transformation et doivent migrer bien sûr lentement vers la surface. Leur compatibilité dépend de leur structure, dépend des polymères auxquels ils sont destinés et des adjuvants qui les accompagnent, tels que les stabilisants ou bien les lubrifiants. Ils doivent donc être testés en présence de ces adjuvants. Les concentrations doivent être choisies pour éviter les effets parasites éventuels dus à leur incompatibilité partielle, comme les taches noires ou bien une opacification des produits transparents. A l'inverse des antistatiques externes, les antistatiques internes, leur efficacité n'est pas affectée par des lavages, mais leur action ne se manifeste qu'après un délai de quelques heures à quelques jours après la transformation. Les principaux antistatiques, on trouve les cationiques, les anioniques et les produits azotés. Le tableau suivant présente les caractéristiques d'utilisation des différents types d'antistatiques. On trouve dans la première colonne le type ionique ou bien anionique ou bien cationique, et puis l'application en interne ou bien en externe, les polymères de base et les différents types de antistatiques utilisés. Donc je vous demande de répondre à toutes ces questions concernant l'adjuvant antistatique. Passons maintenant à l'adjuvant suivant, les lubrifiants. La mise en œuvre des thermoplastiques n'est possible qu'à l'état fondu ou aux températures supérieures à leur température de transition vitreuse, où le matériau se trouve à l'état liquide visqueux. Dans ces conditions, l'augmentation de la température ne suffit pas à faire baisser suffisamment la viscosité. Même en augmentant la température, la matière reste toujours très visqueuse, difficile à injecter ou bien à extruder. C'est pourquoi on doit faire appel à des adjuvants de transformation, parmi lesquels les lubrifiants. Les effets attendus des lubrifiants sont de deux sortes. Un, c'est éviter ou bien atténuer les conséquences de contact des polymères avec les outillages métalliques chauds, afin d'éviter par exemple le collage superficiel de plastique sur l'outil, ou bien la stagnation de la matière dans les zones mortes, ou bien la décomposition de polymères. On emploie des lubrifiants externes et tous les thermoplastiques sont concernés. Pour faciliter la lubrification des produits finis,
le glissement des feuilles plastiques les unes sur les autres et le démoulage des pièces injectées, on utilise des lubrifiants externes appelés agents de glissement ou bien agents de démoulage. Deuxièmement, c'est pour faciliter l'écoulement des polymères en diminuant leur viscosité. Par exemple, le PVC, c'est difficile à transformer sans lubrifiant, en utilisant dans ce cas des lubrifiants internes. Un lubrifiant externe très faiblement soluble dans le polymère forme une couche protectrice sur la surface métallique des outillages de transformation. Cette couche est plus ou moins mobile selon la nature du métal, la structure chimique du lubrifiant et le polymère concerné. En améliorant le glissement sur les parois des outillages, les lubrifiants externes évitent le phénomène de melt fracture, qui se manifeste par un aspect de surface mate, c'est-à-dire surface non brillante, des objets finis obtenus à des vitesses d'écoulement élevées. Les agents de démoulage utilisés en injection peuvent être mélangés au polymère avant la transformation. Pour être actifs, ils doivent exsuder vers la surface pendant la phase d'injection, mais ils peuvent également être pulvérisés ou déposés sur la surface des moules avant injection. Les agents glissants sont des lubrifiants qui forment, en migrant aux températures d'usage, une couche externe suffisamment fine pour ne pas altérer les aspects de surface en manipulant les différents films les uns sur les autres afin de faciliter le glissement. Des produits minéraux comme le talc, utilisés en faible concentration, sont aussi employés dans ce but. La lubrification interne. Un lubrifiant interne améliore l'écoulement de polymères à l'état fondu dans les machines de transformation en abaissant la viscosité. Dans le cas de PVC, le lubrifiant interne joue un rôle particulier même en présence de stabilisants. Les frictions, les frottements se produisent dès l'entrée dans la machine de transformation, donc à basse température. Sans lubrification interne, ces frottements ou bien frictions de grain à grain, les grains entre eux, encore très visqueux, provoqueraient un auto-échauffement superficiel qui ne pourrait pas être contrôlé par des stabilisants thermiques. Donc ça peut causer une dégradation de la matière. Donc pour protéger le PVC, on ajoute des lubrifiants afin de diminuer la viscosité et rendre le matériau plus fluide, facile à transformer par injection ou bien par autre procédé. Les principaux types de lubrifiants, on trouve quelques polymères, les hydrocarbures saturés, les alcools, les acides gras, les esters de polyol, les esters d'acide, les carboxylates, les amides et les silicones. Dans le tableau ici, on montre le lubrifiant typique de polymères non chlorés, et dans le tableau 2, exemple de lubrification de PVC. On trouve dans ce tableau le type de lubrifiant, L lubrifiant, DM c'est un agent de démoulage et ça peut être un agent, jouer le rôle d'un agent de glissement. Ici la nature chimique des différents lubrifiants et puis avec quels matériaux on va les utiliser. Alors le dernier adjuvant c'est les ignifugeants ou bien les inufugeants, qui ont pour rôle c'est améliorer la résistance thermique des matériaux macromoléculaires. Les caractéristiques thermiques des plastiques connaissent depuis une cinquantaine d'années un développement important grâce à leurs propriétés mécaniques, leurs propriétés physiques et la grande facilité de mise en œuvre. Cependant, les matériaux plastiques en général ont un grave défaut, c'est la faible résistance thermique. Les polymères, comme tous les produits organiques à base de carbone, sont inflammables lorsque
les quantités de chaleur et d'oxygène nécessaires à leur combustion sont atteintes. La combustion traduit le bilan énergétique des ruptures de liaison dans les macromolécules, ou bien des réactions de recombinaison des radicaux, ou bien des réactions d'oxydation des atomes de carbone, ou bien les trois ensemble. Heureusement pour l'utilisateur de matières plastiques, les vitesses de combustion et de propagation de la flamme peuvent être considérablement ralenties. L'ignification d'un polymère ne signifie cependant pas incombustibilité, mais seulement retard à la combustion. Les matériaux polymères organiques brûlent pratiquement dans tous les cas lorsque certaines conditions de température et d'oxydabilité sont remplies. La nature de dégradation sous l'influence d'un choc thermique ou bien d'une flamme, la chaîne macromoléculaire va se dégrader. Et suivant le gradient d'oxygène de l'atmosphère qui entoure le matériau polymère, il aura pyrolyse en absence d'oxygène ou bien appelée dégradation oxydative en présence de ce dernier, c'est-à-dire l'oxygène. La dégradation conduit entre autres à la formation en phase gazeuse des radicaux libres H et OH, qui sont les radicaux les plus réactifs dans la combustion. Voici la réaction pyrolyse. Dans les polymères purs, en absence d'oxygène, l'amorçage de la dégradation s'effectue de différentes manières. On peut avoir des coupures de liaison peu stables situées en extrémité de la chaîne, comme dans le cas de PMMA, ou bien des ruptures statistiques le long de la chaîne, comme dans le cas de PP ou bien de P, ou bien des réactions chimiques secondaires dues à la présence de peroxydes, d'impuretés, ou bien de restes de monomères introduits au moment de la synthèse. Par des réactions aussi d'élimination sans scission initiale de la chaîne principale. C'est le cas, par exemple, de PVC. Alors, quelles sont les solutions afin de protéger les polymères et améliorer leur résistance au feu? Il y a deux solutions, la protection de la surface et la protection dans la masse. Alors, pour la protection de surface est le procédé le plus facile, mais ne conduit pas à une permanence de la propriété compte tenu d'un manque d'adhérence dans le temps de la couche protectrice et éventuellement de son usure. Ce type de protection est cependant utilisé lorsque la couche protectrice se construit au moment de ramollissement de matériaux par le choc thermique. La protection dans la masse, c'est la technique la plus employée et la moins onéreuse. L'adjonction de polymères d'additifs micromoléculaires appelés communément agents ignifugeants ou bien agents unifugeants, mais plus exactement retardateurs de combustion ou bien retardateurs de flamme, se fait par simple mélangeage lors de la transformation. Ces éléments réduisent notablement les vitesses de combustion de matériaux et permettent à ce dernier de passer favorablement des tests de résistance au feu. Alors, les ignifugeants peuvent avoir diverses fonctions au niveau amorçage ou bien au cours de la propagation de la combustion, qu'ils rendent en tout cas plus difficile. Donc l'objectif c'est ralentir la propagation ou bien retarder l'amorçage. On peut utiliser des dérivés halogénés ou bien des dérivés de phosphore ou bien autres ignifugeants comme les peroxydes qui augmentent le résidu charbonneux ou bien des antifumées défavorisent la formation de particules aromatiques responsables de l'opacité des fumées. Donc, merci de répondre aux questions concernant les derniers adjuvants
les ignifugeants, de répondre aux questions de l'activité 4 et de l'activité 5. Merci à vous et à la prochaine vidéo.